c'est le cas de l'AFD, qui malheureusement s'est cru devoir nous envoyer des lettres pour nous demander de leur rembourser les quelques millions qu'ils ont investis ici au Niger pendant ces quelques années. Si c'est l'AFD encore l'agence française, toujours française de développement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé, nous recevons ce soir sur ce plateau le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba. Monsieur le ministre d'État, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de votre lettre de mission. Au cours de cet entretien, nous allons voir ensemble les actions que vous avez menées à la tête de votre département ministériel. Et pour débuter cet entretien, cette première question, monsieur le ministre d'État, quelle appréciation faites-vous de la situation sécuritaire d'avant les événements du 26 juillet 2023? Merci à vous, monsieur les journalistes, et à la RTN pour l'occasion que vous nous offrez, certainement de nous entretenir avec nos concitoyens sur les grandes lignes de la mise en œuvre de notre lettre de mission. De prime abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui a rendu cela possible aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment rendre compte au peuple nigérien de ce que nous sommes en train de faire depuis bientôt 2 ans. Mes remerciements aussi vont au chef de l'État qui a placé cette confiance en nous, en ma modeste personne, pour animer les activités au niveau donc de ce ministère régalien. Je présente mes vœux en cette début d'année 2025, mes vœux de nouvel an à la population du Niger et à l'ensemble de l'espace AES. Je présenterai aussi mes condoléances aux victimes civiles et militaires, car nous savons effectivement que cette situation a posé beaucoup de désolation dans notre pays et dans notre espace. Et enfin, je salue la résilience du peuple, de la population, au sein donc de cette confédération AES. Pour revenir à votre question, comme vous le savez, la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires publiques étaient les préoccupations majeures qui ont conduit le CNSP à prendre le pouvoir le 26 juillet 2023. Je voudrais justement, pour qu'on puisse un peu cerner cette situation, essayer de parler d'avant 2023, relativement à votre question, de la situation à partir de juillet 2023 et de ce que nous sommes à partir d'aujourd'hui. Je pourrais dire que la situation dans laquelle nous étions avant le 26 juillet était une situation de sous-traitance sécuritaire. Pourquoi de sous-traitance sécuritaire? On va le voir. Et une sous-traitance que je voudrais situer à 2 niveaux. Premièrement, entre nos États et la France, parce que là, il faut vraiment indexer de qui il s'agit. Il faut dire les choses terre à terre. Hein? Terre à terre, bien entendu. La France qui considère justement que nos armées locales ne peuvent plus résoudre le problème d'insécurité et qu'il faut absolument leur présence dans cet espace. Très vite, la France a déployé les méthodes politiques, diplomatiques, pour finir par convaincre l'élite d'antan qu'il fallait qu'elle s'installe dans l'espace AES, dans l'espace ouest-africain, dans le Sahel, pour soi-disant essayer de lutter contre le djihadisme. Le plan de la France doit paraître réaliste.
Parce qu'il faut faire comprendre aux gens... À première vue. À première vue. Il faut qu'ils soient réalistes. Donc, vu le nombre de militaires annoncés qui devraient occuper l'espace AES, il semblerait qu'il y a un couac. Donc il fallait que la France, pour rendre ce plan réaliste, fasse appel à ces autres pays de l'Europe, à ces autres pays de l'OTAN, pour venir occuper notre espace, s'installer et sous-traiter notre sécurité. Parce qu'en ce temps, ce que nous avons dans notre espace était très dommageable, dont nous pouvons justement circonscrire à temps utile. Nous le savons, tout a commencé au Mali, où vous vous souvenez très bien de l'intervention de la France et de ce que cela a été, l'applaudissement, l'intérêt que le peuple malien avait manifesté en son temps, à ce que la France puisse venir justement essayer de traiter le problème d'insécurité qui était à l'ordre du jour. La deuxième sous-traitance, comme je le disais, c'est entre la France et les pays européens. Donc vous vous souvenez très bien qu'à l'époque, nous avons tout le monde ici, à part donc les pays otaniens, comme je l'avais dit. Nous avons des pays, pas des moindres, qui étaient tous ici invités dans le Sahel pour pouvoir, soi-disant, lutter contre le terrorisme. Mais malheureusement, nous connaissons la suite. Tous ces pays réunis n'ont pas pu donner la garantie sécuritaire qu'il nous fallait en ce temps pour pouvoir vaquer à nos occupations et permettre à nos populations de pouvoir travailler, de pouvoir se déplacer dans la quiétude qu'il fallait. La suite, nous la connaissons. Les présidents ouest-africains ont parcouru le monde avec la France comme mentor pour aller chercher qui des soutiens, qui des appuis un peu partout dans le monde. Et que des résultats aussi que nous savons pertinemment, des mises à disposition des fonds, des soutiens, ont été manifestés par certains pays qu'on n'a d'ailleurs jamais vus. Souvenez-vous un peu de ce que c'était les sommes d'argent astronomiques qui avaient été des promesses et qui avaient été justement gérées par la France qui malheureusement, jusqu'à où je vous parle aujourd'hui, nous on a juste constaté au niveau du Niger justement quelques matériels désuets qui ont été mis à notre disposition en son temps pour qu'on puisse dealer contre ces bandits qui, nous savons aussi, avec le temps, étaient entretenus par la même France. Nous avons un exemple ici, la situation à Chinagoda, on ne l'a pas oublié, les tueries d'Inates. Nous avons en mémoire la saison agricole hivernale 2023, où c'était des gens qui mouraient dans l'Anzourou pour le simple fait qu'ils sont allés au champ. Donc tout ça, nous les avons en mémoire. Nous, au niveau national, nous avons constaté à notre corps défendant que nous ne pouvons rien faire. Nous avons avec nous des acteurs qui se permettaient tout, qui souvent, quand on a demandé leur aide précisément à des endroits précis, à des attaques précises, ces gens ne bougeaient pas. Ils nous narguaient. Carrément, ils nous faisaient savoir souvent que la cible ne valait pas le prix de la munition qui allait être utilisée. Clairement, souvent, ils nous disaient que non, les messieurs qu'on est en train de voir n'ont pas des armes apparentes. Donc finalement, en fait, c'était des subterfuges, tous les arguments possibles pour ne pas agir. Nous l'avons compris, nous l'avons vécu, et très mal vécu justement, à notre fort intérieur, pour que nous puissions réagir un 26 juillet. Ce partenaire était en train d'agir comme la souris, généralement, comme on dit, qui te mord et qui souffre sur la blessure. Donc c'est en termes imagés. Voilà ce que nous pouvons dire de cette
coopération que nous avons justement avec ce partenaire français qui a fini par créer la désolation dans notre espace. Nous avons en mémoire, comme je le disais, les tueries de Inates, de Chinagoda, beaucoup de désolation dans nos contrées, dans nos régions, qui malheureusement ont fini par décider l'armée d'intervenir et d'arrêter ce désordre. La France, non contente de cette situation, s'était exclamée un coup d'État de trop. Qu'est-ce qui était de trop? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir signifier un coup d'État de trop? Nous étions dans une situation où nous étions en train de perdre ce que nous avons de plus cher, qui est notre pays. Il fallait agir. Malheureusement, cette réaction n'a pas été du goût de la France. Elle a été chassée du Mali, elle a été chassée du Burkina, et elle devrait être chassée du Niger tout naturellement, puisque c'est le même espace. Souvenez-vous au sommet de Pau, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai en bonne mémoire que c'est à ce sommet de Pau que la cible avait été indiquée. Parce qu'en ce temps, nous ne savons pas ce qui s'est passé au niveau de la zone des 3 frontières. Il aurait tout simplement fallu que le président français déclare la nouvelle cible pour que tout s'embrase au niveau donc de l'Iptako-Gourma que nous connaissons, pour dire que tout ça est orienté. Et qu'aujourd'hui, on a fini par définitivement comprendre que non seulement la France est aux abois, mais la France, au lieu justement de se raviser, elle applique ce qu'elle a toujours su faire. Une politique française, très française, comme le dit Sankara. Elle s'allie encore à des nouveaux partenaires qui malheureusement sont nos voisins, avec qui nous avons une histoire commune, une géographie commune, qui aujourd'hui sont en train de donner de l'eau au moulin de ces Français pour pouvoir nous déstabiliser. Donc la situation que nous vivons en ce moment se voit ajouter d'autres menaces. Et d'autres menaces pas des moindres, parce que quand même, quand c'est ton voisin lui-même maintenant qui se présente être un cheval de Troie et qui puisse permettre à certains de venir t'atteindre, là tu es obligé d'être vigilant à plus d'un titre. Donc nous constatons maintenant qu'il nous faut redoubler doublement de vigilance. Pour que la situation soit contenue, il faut faire preuve de vigilance. Des exemples vous ont été donnés ici à travers toutes les interventions de ceux qui sont en train d'être manigancés contre le pays. Ça, c'est ce qui concerne la sécurité. Sur le plan économique, on n'en doute pas un instant que des efforts sont en train d'être faits pour nous empêcher notre plénitude économique. Je salue toujours la résilience de ce peuple nigérien qui a compris les enjeux qui sont là, qui sont les nôtres, et qui a compris l'objectif de cette lutte, qui est ni plus ni moins une lutte de libération. Essayer d'affirmer notre souveraineté et de pouvoir vraiment nous développer avec nos propres valeurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, très vite, nous l'aurons compris, et mieux ça vaut. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Et compte tenu de cette situation, nous avons les orientations, justement, et la vision du chef de l'État, le président Tchadi, qui se décline en 4 axes, qui sont donc, dans un premier temps, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, le deuxième axe qui est la bonne gouvernance, le troisième axe qui est le développement des bases de production et la souveraineté économique, et le quatrième axe qui est l'accélération donc des réformes sociales. Compte tenu de cette vision, des lettres de mission ont été assignées aux différents ministres. Pour ce qui concerne l'intérieur, nous en avons une lettre qui comporte 11 points. 11 points clés où nous nous efforçons tous les jours de travailler au quotidien, donc depuis ce 26 juillet, pour pouvoir rendre viable, pour pouvoir s'acquitter de la tâche, pour pouvoir vraiment refonder ce pays, transformer ce pays au bénéfice donc de cette population nigérienne.
Ministre d'État, vous l'avez un peu ébauché. Donc cette question de la mise en œuvre des lettres de mission. Dans cette lettre, Monsieur le ministre d'État, il est question du renforcement des capacités d'intervention opérationnelle des forces de sécurité intérieure à travers des actions de recrutement, de formation de personnel en qualité et en quantité, de l'acquisition des moyens matériels et logistiques et du perfectionnement du système de renseignement intérieur. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à toutes ces questions? Merci. Donc, effectivement, votre question répond d'ailleurs au premier point de notre lettre de mission par rapport à cet objectif. Mon département ministériel a engagé et réalisé plusieurs réformes et activités qui ont permis de renforcer les capacités opérationnelles de nos forces intérieures. Sans être exhaustif, en termes de ressources humaines, en 2024, nous avons recruté 3595 jeunes au profit de la garde nationale et de la police nationale. Tout jamais vu ici au Niger. Vous allez vous référer à ce qui s'est passé dans les années antérieures. Jamais un tel chiffre n'a été atteint au cours d'une année. Cela démontre réellement, et aussi dans la situation conjoncturelle où nous sommes, malgré l'embargo qui est là, économique, et les partenaires qui, un à un, ont cru devoir s'en aller au lendemain du 26, qui aujourd'hui, certains, c'est peut-être pas demi-fêtré, on ne peut pas dire qu'ils sont revenus, c'est justement une position ambiguë qu'ils entretiennent. Ils sont partis. Il y en a même qui, en partant, nous ont demandé justement de les rembourser ceux qu'ils avaient investis. C'est le cas de l'AFD, qui malheureusement s'est cru devoir nous envoyer des lettres pour nous demander de leur rembourser les quelques millions qu'ils ont investis ici au Niger pendant ces quelques années. Si c'est l'AFD encore l'agence française, toujours française de développement, qui ose demander de la rembourser, allez donc savoir. Donc, en termes de formation, nous avons renforcé les capacités de plus de 8000 de nos agents, tous grades confondus, dans la gestion des frontières, la lutte contre le terrorisme, le renseignement justement, dans la cybercriminalité. Pour cette année 2025, nous avons l'ambition de recruter plus de 3000 de nos jeunes qui vont servir justement dans les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la garde nationale. Très vite d'abord pour la police, dans quelques semaines. Voilà, donc le concours sera fait et plus de 3000 vont être recrutés. Du jamais vu, encore une fois de plus. Donc c'est pour vous dire vraiment les efforts qui sont en train d'être faits dans le renforcement et dans le recrutement de nos personnels. Pourquoi cela? Parce que nous avons compris une chose. Nos intérêts stratégiques doivent être défendus. Et tant que nous ne défendons pas nos intérêts stratégiques, ça veut dire que nous perdons des ressources. À quoi nous assistons depuis un certain temps? C'est des attaques sur le pipeline. Parce que justement, des bandits sont là en train de récupérer l'or, les richesses de ce pays, un peu partout, sur tous les points cardinaux. Vous voyez la zone des 3 frontières, vous voyez la zone de Maradi, vous voyez la zone d'Agadez. C'est des zones dans lesquelles aujourd'hui, tout le monde sait qu'on produit de l'or. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement à l'État nigérien? Cet or, ça fait belle lurette qu'on dit que le Niger produit de l'or. Aujourd'hui, vous qui êtes les journalistes, on peut définir concrètement ce que ça rapporte à notre vie économique. Non. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi on ne maîtrise pas? Nous avons compris que c'est parce que nous n'avons pas le personnel et la technicité qu'il faut. Pour le personnel, on s'en charge. C'est les enfants du Niger, c'est les fils du pays qu'on va former pour pouvoir contrôler cet espace, pour que l'État puisse avoir les dividendes et les ressources qu'il faut et impulser un véritable développement. C'est ça l'enjeu. Donc
Donc face à nous, nous avons des gens qui sont décidés justement à ne pas nous permettre à agir, à atteindre cet objectif, qui est un objectif pour nous prioritaire. Donc forcément, il faut que nous puissions trouver la capacité, La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.